Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui est consacré au premier retour d'expérience d'intégration des podcasts audio et de clips vidéo en bibliothèque de Biblio on Demande. Ce webinaire va durer environ 40 minutes. Il y aura un temps de questions d'une dizaine de minutes à la fin, mais vous pouvez poser vos questions dans le petit rond situé en bas à droite de votre écran. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Thibaut, donc, qui est là pour faire la modération, reprendra toutes les questions et les posera à la fin du webinaire. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes ces questions, nous répondrons ensuite par mail. Je vais juste vous présenter rapidement les personnes. Alors, attendez. Donc, je suis bien accompagnée, excusez-moi. Je suis bien accompagnée puisque Frédéric Rowe et Lucie Gay ont accepté de venir témoigner. Donc Lucie Gay, bonjour. Bonjour. Donc Lucie Gay, qui est responsable de la cellule informatique de l'université Paris-Saclay, va vraiment faire un focus sur la façon dont elle a intégré ces ressources dans son outil de découverte. Et Frédéric Rowe, qui est la directrice de la bibliothèque de la Flèche, parlera de son expérience et des premiers retours des usagers. Dorothée Pin devait être parmi nous. Dorothée Pin a été notre négociatrice Couperin. Elle devait être parmi nous, mais malheureusement, elle a un empêchement. Elle ne sera pas là. Mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'elle soit là, puisque Couperin a été présent depuis le début de cette offre et m'a accompagnée même avec les différents intervenants, donc avec Radio France, etc. Ils m'ont accompagnée pendant les négociations et ils ont suivi la mise en place de cette offre pas à pas. Alors, je vais d'abord rappeler très rapidement ce qu'est Biblio on Demande, puis après je laisserai la parole à nos deux intervenantes. Mais c'est peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas encore Biblio on Demande, juste faire une très rapide introduction sur ce qu'est Biblio on Demande. Donc, Biblio on Demande, c'est une librairie numérique dédiée aux bibliothèques, c'est-à-dire que je ne vends que du contenu numérique aux bibliothèques. Comme un libraire, je vends des e-books, mais pas comme un libraire, je vends également des abonnements à des ressources podcasts et vidéo, audio et vidéo. Donc l'offre d'e-book, elle contient 3 millions de références. Je pense que c'est l'offre la plus large d'Europe, il me semble. Et je travaille essentiellement à enrichir ce catalogue en ressources francophones. Et nous avons d'ailleurs signé récemment un partenariat très intéressant avec Gallimard et Flammarion pour les CDI, les écoles et pour les universités également. La particularité de notre offre, c'est maintenant de proposer des abonnements à des ressources podcast, audio et vidéo, puisqu'on a signé des partenariats avec l'INA, Radio France, France 24 et RFI. Donc l'idée, c'est vraiment d'injecter du contenu dans les outils de découverte, dans les catalogues des bibliothèques, du contenu audio et vidéo, donc un format qui plaît à la jeune génération et pas qu'à la jeune génération d'ailleurs, mais avec un contenu extrêmement fiable et toutes les métadonnées qu'il faut pour que ce soit trouvable facilement. Donc c'est cette volonté d'être un vecteur de connaissances fiables, c'est vraiment ce qui anime Biblio on Demande, c'est que nous on souhaite être un acteur dans la lutte contre la désinformation. Et on souhaite simplifier et fiabiliser l'accès au savoir pour tous, en particulier pour les jeunes, mais vraiment pour tous. Et on souhaite être porteur de la modernisation de l'accès à la connaissance, puisqu'on est en train d'assister à un vrai changement de paradigme dans l'accès à la connaissance tel qu'on la connaissait il y a encore quelques années. Donc je vais quand même aller vite, je ne vais pas non plus prendre trop de temps la parole, donc juste pour faire un focus sur l'offre. Donc c'est environ 100 000 podcasts, donc 100 000 contenus, puisque les podcasts c'est l'audio et les clips vidéo, ce ne sont pas des podcasts, ce sont des clips vidéo. Mais donc il y a environ 60 000 podcasts en partenariat avec Radio France. Donc ce sont des podcasts qui se mettent à jour tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours vous avez les podcasts de la veille qui s'intègrent automatiquement dans votre catalogue. Il n'y a pas d'obsolescence de l'offre, c'est-à-dire que vous conservez les podcasts, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, les podcasts restent, contrairement à d'autres fournisseurs. Sur RFI France 24, c'est environ 4000 vidéos et 3000 podcasts audio. Donc là, RFI France 24, c'est l'ouverture sur le monde et c'est des vidéos en français, en anglais et en espagnol. Et l'INA, ça c'est le tout nouveau, le petit dernier, c'est donc là on souhaite s'ancrer dans l'histoire. Et donc là ce sont 26 000 clips vidéo qui sont sélectionnés par les documentalistes de l'INA. Mais là aussi vous avez une mise à jour tous les jours et tous les jours il y a des nouveaux clips vidéo qui s'intègrent. Comme ça vous pouvez suivre l'actualité en l'ancrant dans l'histoire. Et ces clips vidéo sont éditorialisés, c'est-à-dire que vous avez des métadonnées associées et donc ils sont trouvables facilement.
Donc maintenant qu'on a dit ça, c'est vrai j'ai eu beaucoup de questions sur comment est-ce que ça fonctionne techniquement, comment est-ce que ça s'intègre dans une bibliothèque, est-ce que si jamais je n'ai pas un outil développé par Archimède, ça peut fonctionner, est-ce qu'avec mon outil de découverte, ça va fonctionner? Et donc c'est pour ça que l'Université Paris-Saclay a été mon pilote sur justement cette phase d'intégration de ces podcasts dans des logiciels qui ne sont pas Archimède et des logiciels qui sont vraiment faits pour les universités. Et l'idée, c'est que ce soit parfaitement intégré, en tout cas intégré le mieux possible. Et Lucie a fait un très beau travail. Donc, je laisse maintenant la parole à Lucie. Merci Marie-Delphine. Donc je me présente rapidement, Lucie Gay. Je suis responsable de la cellule informatique documentaire au sein de la direction des bibliothèques, de l'information et de la science ouverte de l'Université Paris-Saclay. Donc quelques mots sur l'université. C'est une université pluridisciplinaire, créée fin 2019 avec le statut d'établissement public expérimental et qui succède à l'Université Paris-Sud et intègre des établissements composantes, l'École normale supérieure Paris-Saclay, Centrale Supélec, l'Institut d'optique, AgroParisTech et l'IHES, et 2 universités qui sont membres associés, l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et l'Université de Rival-d'Essonne. Au sein de la cellule informatique documentaire, nous gérons à la fois le volet informatique et l'administration des outils documentaires, notamment le catalogue public qui s'appelle Focus, et donc qui est l'objet de la présentation aujourd'hui dans le cadre du signalement de l'offre Bibi on Demande concernant les podcasts et vidéos. Donc cette offre, elle est disponible pour tous les établissements de l'Université Paris-Saclay, donc tous les établissements composantes et les membres associés, ce qui représente au niveau du public touché environ 66 000 personnes. Je vais vous faire une démonstration du résultat donc, sur l'instance de test, car ce n'est pas encore en production chez nous. Donc, vous ne pourrez pas voir les mêmes résultats que moi voilà, si vous essayez d'aller sur notre catalogue. L'outil que nous utilisons s'appelle Primo. Donc, Focus, c'est le nom public pour nos usagers, mais l'outil s'appelle Primo et il est fourni par la société Ex Libris. Alors, je vais commencer, avant de faire la démonstration, par vous parler du travail effectué pour intégrer ces contenus dans notre catalogue, sans rentrer dans des détails ou des aspects très techniques. Si vous avez des questions par la suite, je pourrais répondre à la fin du webinaire ou à la suite du webinaire. Les données donc, sont mises à disposition par Bibi on Demande dans un flux XML. Les notices sont au format Dublin Core, mais enrichies par rapport au socle de base du format Dublin Core. Et dans Primo, on importe ces données avec un moissonnage OAI, donc un protocole OAI-PMH. Ensuite, dans Primo, il y a un certain nombre de traitements qui sont appliqués sur les données pour les transformer dans un format propre à Primo. Et cette étape, c'est la partie mapping ou correspondance des données. Et c'est un travail qui prend un peu de temps, car il faut faire correspondre tous les champs de la notice que l'on reçoit, qui est au format du Dublin Core, avec les champs Primo, sachant qu'il y a des champs qui vont servir à l'affichage, mais d'autres qui vont servir à l'indexation des contenus, d'autres qui vont servir à la gestion des facettes. Donc tout ce travail a été possible et surtout facilité avec la documentation qui a été fournie par Bibi on Demande et qui décrit bien tous les champs du Dublin Core que nous recevons, qui sont présents dans les notices. Donc ça prend du temps aussi parce que c'est rare d'arriver tout de suite au résultat voulu. Donc c'est un travail qui se fait en plusieurs fois. On reprend les différentes règles pour améliorer l'affichage, pour améliorer l'indexation. Donc à chaque fois, il faut recharger toutes les données pour appliquer les traitements. Donc voilà, ce sont des processus qui sont un petit peu longs. Et, donc voilà. Donc après cette première introduction sur le travail effectué, donc je vais passer à la démonstration avec quelques exemples de recherche. Donc je vais vous partager mon écran. Voilà, donc là normalement vous voyez mon écran, donc c'est le catalogue Focus de l'Université Paris-Saclay. Donc je vais vous faire une première recherche. Voilà, donc dans notre catalogue, nous signalons bien sûr l'ensemble de la documentation papier de nos bibliothèques, donc livres, revues, et également beaucoup de documentation électronique, donc des e-books, des articles scientifiques, des thèses, et donc maintenant, prochainement aussi, des podcasts et des vidéos. Donc parmi les résultats,
on voit donc les différents types de ressources, donc à la fois facilités par les visuels et par la mention du type de ressources, tout de suite dès la liste des résultats. Donc là, on voit que pour cette recherche, j'ai à la fois des articles, des vidéos de l'INA et également des podcasts. Donc au niveau des facettes qui se trouvent sur la gauche de l'interface, donc je ne vais pas forcément passer les facettes en revue une par une, mais juste vous montrer donc par exemple celle qui concerne les types de ressources et qui permet donc de filtrer après la recherche sur le type de ressources que l'on souhaite consulter. Et donc on retrouve dans la liste donc les podcasts. Alors il y a juste un travail qui est encore en cours, c'est pour les vidéos de l'INA qui ne s'affichent pas encore dans la facette, mais qui actuellement on peut retrouver derrière audio-vidéo. Mais je souhaite en fait créer un type spécifique vidéo INA pour que ce soit aussi un peu plus cohérent avec ce qui s'affiche au niveau des résultats. Dans Primo, ce qu'il est possible également de faire, c'est des périmètres de recherche spécifiques. Donc là, j'ai fait une recherche sur tous les contenus, toutes les ressources qui sont mises à disposition par la bibliothèque pour les usagers. Mais donc je vous montre rapidement, on peut aussi créer donc des périmètres de recherche et donc lancer une recherche uniquement sur certains types de ressources. Donc voilà, si je relance cette recherche, j'ai que des vidéos, que des podcasts. Donc ça, c'est une option que j'ai testée donc dans cette instance de test, mais c'est pas une option que nous avons retenue pour la mise en production. On reste sur des recherches sur tous les types de contenus. Alors, donc, on va regarder un peu plus en détail les notices, comment elles s'affichent. Ah oui, ce que je voulais également vous dire par rapport aux facettes. J'ai créé une facette spécifique pour surtout pour les titres des émissions, afin de pouvoir filtrer donc suivant les titres des émissions. Donc, c'est une facette qui est vraiment spécifique aux podcasts et aux vidéos, donc qui s'affichera uniquement si dans les résultats de recherche, il y a des podcasts et des vidéos, à la différence des autres facettes qui sont plus générales et qui concernent tous les types de contenus. Alors, je vais revenir donc sur cette notice, par exemple. Donc, dès la liste des résultats, on a bien sûr la notice brève, donc avec les premiers éléments d'information. Donc, pour voir le contenu détaillé, on clique sur le résultat. Donc j'ai travaillé donc à la fois au signalement mais à l'intégration de ces contenus dans notre catalogue pour que, notamment pour les vidéos, on puisse les visionner tout de suite dans Focus, donc dès la liste des résultats, enfin dans la notice détaillée, et pas forcément rebondir sur une autre page pour pouvoir lire la vidéo. Donc là, bon, je vais pas forcément lancer la vidéo, mais donc c'est un player assez simple. Hein, je verrai par la suite si je l'améliore, mais donc possibilité de lancer la vidéo, de gérer le son et de mettre en plein écran la vidéo. Donc en dessous, vous avez la notice détaillée, donc un peu plus d'informations. Notamment, vous avez les mots sujets et la description. Donc les mots sujets sont cliquables. En fait, on peut faire un rebond. Donc on peut relancer la recherche dans Focus sur un mot sujet à partir d'une notice détaillée. Donc je vais par exemple vous montrer en cliquant sur Simone Veil. Donc on retrouve des résultats avec ce mot-clé. Donc beaucoup de vidéos de l'INA. Donc ce qui permet de rebondir sur un mot sujet sur est-ce qu'il y a d'autres vidéos qui parlent aussi de ce même sujet. Et puis, vous voyez au niveau des facettes, on a aussi des articles en fait qui ont ce mot sujet. Donc, ça permet de relancer la recherche sur l'ensemble de nos ressources à partir d'un mot-clé. Donc, je reviens sur la recherche précédente. Donc, je vais prendre cette fois-ci un podcast. Donc là, l'objectif, c'est de travailler également sur l'intégration des podcasts directement dans le catalogue, donc de pouvoir écouter depuis cette page le podcast. Donc c'est un travail qui est encore en cours avec Bibi on Demande pour que dans la notice que nous récupérons, il y ait les informations nécessaires pour avoir le lien vers le fichier audio, donc qui est indispensable pour pouvoir afficher un player audio à cet endroit-là. Et donc l'objectif est d'avoir le même niveau d'intégration pour les vidéos et les podcasts, et pouvoir
visionner ou écouter les contenus directement sur le catalogue. Donc là, toujours la notice détaillée en dessous, et vous voyez que pour la partie description, on a parfois aussi des descriptions qui sont très complètes et qui sont bien mises en forme aussi. Donc toutes les balises HTML, en fait, elles sont dans le flux XML, dans la notice, et on les récupère telles que, et ça s'affiche très bien, et ça permet d'avoir, plutôt qu'un gros bloc qui ne serait pas forcément lisible, un bloc d'information qui est lisible avec les titres des parties, des éléments qui sont mis en gras, et les liens sont aussi, fonctionnent également quand ils sont intégrés dans la description. Alors, je vais vous montrer une autre recherche. Donc là, je l'avais enregistrée directement pour éviter de tout retaper. Donc là, vous voyez qu'on a aussi également des articles, des podcasts. Alors, je vais vous montrer par exemple ce podcast. Voilà, donc au niveau des auteurs, on a donc évidemment l'animatrice, présentatrice de l'émission, et également la liste des invités, avec des informations assez précises sur leur fonction. Donc, et vous voyez, on peut aussi cliquer, et il y a également des rebonds sur les auteurs. Et donc, si on a trouvé un intervenant assez intéressant, on peut relancer une recherche et voir en fait d'autres contenus. Alors, éventuellement d'autres podcasts auxquels la personne aurait participé, ou éventuellement des articles ou des livres que la personne aurait écrits. Donc là, par exemple, je relance sur cet auteur et je vois qu'en fait, il a aussi écrit des articles sur le sujet des PFAS. Voilà, donc ça permet d'approfondir en fait la recherche sur une thématique. Donc je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait un travail donc au niveau du mapping sur la partie affichage. Donc là, c'est tout ce que je vous montre. Ça, c'est le résultat de ce travail de mapping, mais également un travail au niveau de l'indexation pour essayer d'améliorer la recherche et de faciliter la recherche, et pas forcément de taper un mot-clé et ensuite de dire finalement je veux tel type de ressources. En fait, on peut taper un mot-clé et puis par exemple dire en fait je m'intéresse à l'émission carbone 14, donc écrire directement tous les mots-clés dans la barre. Et du coup, dans les premiers résultats, j'ai bien donc tous les podcasts de l'émission Carbone 14 qui vont traiter de ce sujet-là, sujet des Gaulois. Donc ça, c'est possible grâce au travail sur l'indexation. Et puis, on peut également juste mettre podcast, plutôt que d'aller sélectionner ensuite podcast. Et là, j'ai un ensemble de podcasts, donc différentes émissions, qui vont traiter du sujet. Alors, je vais prendre celui-là. Donc, juste pour vous montrer le rebond sur les auteurs, parce que là, je sais que pour cette personne, en fait, elle a participé à pas mal de podcasts. Donc voilà, si on veut savoir si on suit cette personne, on peut toujours rebondir sur cet auteur et voir en fait l'ensemble à la fois des podcasts, mais aussi cette personne, par exemple, a écrit des livres. Donc on peut avoir une vision d'ensemble en fait sur la production d'une personne. Donc voilà pour la démonstration. Si vous voulez que j'approfondisse certains points, vous me direz à la fin du webinaire, il n'y a pas de souci. Merci Lucie, en tout cas bravo parce que c'est un travail qui est assez impressionnant. Je tiens à préciser que vous n'êtes pas développeur. Et que donc vous avez fait ça un petit peu en tâtonnant, et je tiens également à préciser que vous avez fait des captures d'écran de votre travail, donc si jamais il y a des gens des établissements qui ont le même outil que vous, ils peuvent vous demander, vous êtes pour l'instant encore à disposition, on verra si vous êtes submergé, mais on va peut-être essayer de rédiger une note technique avec des captures pour que ce travail puisse profiter à d'autres. Et je vais maintenant laisser la parole donc à Frédéric, qui, elle, va nous parler de son expérience en bibliothèque de lecture publique. Oui, alors je vous propose déjà de partager au moins la page d'accueil de la bibliothèque sur laquelle chacun peut se rendre. Voilà, donc je vais partager ça. Hop, voilà. Partager l'écran et hop, voilà. Donc, je me rends directement sur la page d'accueil de la bibliothèque et
vous pouvez voir que sont mis à disposition directement en page d'accueil, de façon à valoriser les collections de la bibliothèque, différents types de ressources qui sont là en fait finalement pour valoriser les collections de livres et compléter également l'information qui est portée à la connaissance de nos usagers. Donc là, vous avez par exemple quelques articles sur Étienne Klein que nous recevons prochainement, sur les 70 ans de l'apparition de Bonjour Tristesse de François Sagan, également quelques articles consacrés à Jérôme Garcin, etc. Donc en fait, pour nous, petite bibliothèque, parce que contrairement à Lucie, donc il faut donc préciser que la bibliothèque de la Flèche est un établissement de taille moyenne. La ville de la Flèche compte 15 600 habitants et nous avons à peu près 2600 adhérents et 9 agents et encore pas complètement à temps complet pour faire vivre la structure. Alors moi-même, je ne suis pas webmaster, donc je dirige l'établissement, mais j'anime également le site web. Alors nous avions, pour expliquer les raisons qui nous ont conduits à choisir donc l'offre proposée par Biblio on Demand, il faut savoir que nous avons déjà à disposition un catalogue de ressources numériques financé en partie par le département de la Sarthe. Le problème auquel on se heurte depuis de nombreuses années, c'est qu'en fait, ce catalogue, qui est riche, n'est pas intégré dans notre base. C'est-à-dire que lorsque vous faites une recherche dans notre barre de recherche ici, vous n'allez pas obtenir de résultats et ils vont pas interroger directement la base CVS. Et par ailleurs, l'authentification automatique qui fonctionne pour Biblio on Demand ne fonctionne pas pour ce prestataire extérieur, ce qui oblige les usagers à se connecter à 2 reprises et qui fait aussi que dans la nécessité de se connecter comme ça à 2 reprises ralentit finalement les élans des usagers pour aller chercher de l'information. Donc là, nous avons donc une page de recherche tout mot, mais vous pouvez également sélectionner des scénarios de recherche. Donc nous, on a fait le choix de faire apparaître une recherche dans notre rubrique agenda, mais également donc pour les personnes qui souhaiteraient uniquement interroger les podcasts de l'INA, ils en ont la possibilité par cet onglet. Ou s'ils veulent interroger les podcasts de Radio France, ils ont également la possibilité de le faire par ce scénario de recherche que j'ai paramétré. On pourrait également le faire, là j'en parle pas, puisque nous avons également une ressource à Universalis qui n'est pas intégrée là directement, mais tous les résultats lorsque vous interrogez notre base, donc par exemple si je prends Albert Einstein, puisque ce sera l'objet de l'avenue de Monsieur Klein, voilà, donc je tape Albert Einstein dans la base, donc là ça va interroger l'ensemble de la base informatique et les enrichissements de Biblio on Demand. Donc, vous pouvez apercevoir ici sur le bandeau gauche au niveau des facettes, qu'au niveau des types de documents qui vous sont proposés, vous avez donc les podcasts de Radio France, donc classés par occurrence, donc là au nombre de 89, bon, les articles Universalis également, les livres ainsi que les vidéos de l'INA, les livres audio numériques, etc. Donc en fait, le public a la possibilité de sélectionner directement le type de ressources qui l'intéresse. Donc par exemple, si je prends une vidéo de l'INA, donc je clique sur vidéo INA pour vous montrer la façon dont apparaîtra la notice. Donc la notice apparaît directement et en étant donc connecté, l'usager n'a rien d'autre à faire que de cliquer sur plus d'informations et de consulter directement le document en ligne. Alors contrairement à Lucie, nous avons la chance en fait de travailler avec Archimède et d'avoir Syracuse depuis de nombreuses années déjà, ce qui nous a permis assez rapidement d'intégrer les ressources de Biblio on Demand sans avoir la nécessité de passer par tout ce travail qu'a pu réaliser Lucie. Pour notre part, et fort heureusement puisqu'on n'a pas les ressources en interne, on a juste eu besoin de paramétrer un petit peu les scénarios de recherche. Par exemple, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est pas très compliqué. Vous me direz si vous êtes sur... alors attendez, est-ce que vous voyez le scénario de recherche là? Non, donc je vais le repartager. Partager. Alors, désactiver le partage d'écran et je le repartage. Voilà, partager l'écran. Hop. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous voyez, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Hein. Donc vous avez ici
donc les différents scénarios de recherche, donc les recherches partout, donc qui ressemblent à une recherche à la Google, donc qui va rechercher dans tous les mots du catalogue répertorié, mais vous avez également donc une recherche sur l'agenda tel que je vous l'ai montré et une recherche INA et Radio France. Donc si par exemple je prends la recherche, le scénario de recherche qui interroge la base de Radio France, donc étant une petite structure, il y a quelques informations que j'ai retirées pour ne pas surcharger le catalogue. Et donc vous avez la possibilité. Bon, nous on a fait le choix en fait de ne pas afficher directement les résultats, ils seraient trop nombreux, mais de donner la possibilité aux usagers de filtrer directement dans la recherche et plutôt que de répertorier les résultats par occurrence, de les indiquer par ordre alphabétique, par commodité. Donc je retourne au partage d'écran pour vous montrer concrètement ce que ça peut faire. Voilà, arrêter le partage, je le partage une nouvelle fois. Voilà, alors, hop, voilà, partager. Donc là, si je retourne donc sur la page d'accueil, et si je demande à ce que l'on filtre notre recherche, alors attendez, ça, je suis en Wi-Fi, voilà. Donc, alors, si je fais apparaître ici le catalogue de Radio France, par exemple, en demandant à la base de ne faire apparaître que les facettes de recherche. Donc là, je peux interroger uniquement le catalogue. Donc vous pouvez voir, donc c'est ce que je vous indiquais. J'ai demandé donc dans le scénario de recherche à ce qu'on puisse filtrer sur la station. Bon là, il se trouve que il y en a que 5, donc c'est assez facile de les filtrer. Donc je les ai faites afficher. Les émissions, elles sont relativement nombreuses. Donc le mieux finalement, c'est de les choisir. Je ne sais pas si je tape conversation scientifique par exemple. Voilà, donc je cherche et j'ai un résultat qui est la conversation scientifique et vous pouvez voir qu'on a 198 résultats qui apparaissent. Ce sont donc toutes les archives de l'émission. Vous avez également la possibilité de choisir, de filtrer sur la date de l'émission. Donc par exemple, moi c'est quelque chose que j'utilise pour les vidéos INA, notamment quand il y a eu sur l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, j'avais choisi dans les vidéos de l'INA des vidéos qui correspondaient à la période, par exemple. Donc c'est voilà, c'est assez utile. Et nous, en fait, en tant que petite structure, au-delà du fait que ça complète vraiment utilement le fond de livre, parce qu'il faut savoir que nous ne disposons que d'un fond papier à la bibliothèque de la Flèche, ça permet de donner du contenu au site web, parce que c'est vraiment nous aussi la difficulté à laquelle on se confronte. Il faut vraiment animer la page d'accueil de manière régulière, de telle sorte à éveiller et à continuer à susciter de l'intérêt chez nos usagers. Donc c'est un travail qui prend du temps et on n'a pas forcément un temps énorme à y consacrer, et la facilité d'intégration des données de Biblio on demande pour nous est vraiment, nous qui sommes pas professionnels finalement de l'animation de site web, c'est vraiment vraiment très très pratique. Donc par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, donc pour vous montrer la différence, par exemple là donc sur la parution donc de Bonjour Tristesse il y a 70 ans maintenant, on a la possibilité donc d'écouter le podcast extrait de l'émission Affaires sensibles. Voilà, on va arriver directement sur le podcast avec la possibilité ici, vous voyez, d'écouter directement le podcast dès lors que vous êtes connecté, ce qui est mon cas. Donc il y a rien d'autre à faire que ça, et vous avez donc ici la possibilité de rebondir soit sur l'émission, soit sur l'écrivain qui a été convié à l'émission. Vous avez également, donc si je retourne en arrière, voilà. Est-ce que vous pouvez recommencer le partage? Parce que j'ai l'impression que ça s'est figé. En tout cas, moi, c'était figé. Ah, dites-moi. Alors, attendez, je recommence le partage. Ah oui, on est sur la page d'accueil. Donc, partager, désactiver, partager l'écran. Voilà. Donc, les Chrome. Françoise Sagan. Voilà.
Donc là, en fait, oui, là, j'étais revenue en arrière. Est-ce que vous voyez cette fois l'article? Voilà. Alors, hop, je reviens là. Donc, je disais que, voilà, vous avez donc pas vu l'onglet qui évoquait donc l'émission Affaires sensibles dans laquelle Fabrice Douel évoque François Sagan. Est-ce que là, vous la voyez? Oui, voilà, je vérifie en même temps. Donc vous voyez que vous avez la possibilité directement, en étant une seule fois connecté, d'écouter le podcast. Alors que à l'inverse, donc si je retourne sur la page d'accueil de notre site web pour vous montrer la différence. Alors partager, hop, partager l'écran. Si je reviens sur la page d'accueil, directement accueil, voilà. Donc là, vous voyez, Jérôme Garcin a également écrit un article dans son bloc-notes dans le Nouvel Obs. Donc nous, effectivement, toute la presse est accessible en ligne par le biais d'un autre fournisseur Biblio on demande. Mais si je veux lire le bloc-notes de Jérôme Garcin, donc je clique. Là, alors je crains que quand on clique, vous ne voyez pas le lien sur lequel je clique. Est-ce que vous voyez là? Je regarde. Non, vous ne voyez pas. Donc, je vous montre à nouveau. Voilà. Je suis désolée parce qu'à chaque fois, ça m'oblige à départager l'écran pour le repartager une nouvelle fois. Donc, voilà. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc, en fait, on arrive sur cette page-là. Mais le problème pour nos usagers, en fait, donc d'abord, on ne voit pas directement l'article de Jérôme Garcin. Ça suppose de faire dérouler les pages du Nouvel Obs et ça suppose surtout, vous voyez ici, de me reconnecter une nouvelle fois avec des identifiants qui sont différents de ceux qui permettent d'accéder au site de la bibliothèque. Donc pour nous, c'est vraiment une entrave à la consultation et c'est ce qui fait qu'on a tendance à privilégier effectivement l'outil Biblio on demande, quand bien même cet outil apporte, je veux dire, une offre de films intéressants, musique, de presse en ligne, etc. Mais voilà, il y a encore des perfections à apporter à cet outil, quel qu'en soit l'intérêt par ailleurs. Je ne sais pas si pour vous c'est suffisamment clair. Est-ce que vous pourriez peut-être parler juste de l'accueil qui a été réservé par vos usagers en bibliothèque? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, que ce soit Radio France ou l'INA, alors parce qu'au départ, certains nous disaient, bah oui, mais enfin, finalement, les podcasts de Radio France, on y a accès par ailleurs. Oui, c'est certain, sauf que là, quand vous faites une recherche, que vous interrogez notre base informatique sur un sujet donné, l'intérêt, c'est que automatiquement, vous allez interroger une base beaucoup plus large et que vous allez arriver à des résultats et notamment des émissions auxquelles vous n'auriez pas automatiquement songé si vous aviez fait la recherche par ailleurs par d'autres moyens que celui-là. Donc ça complète vraiment, enfin notamment là, j'invite les jeunes usagers à utiliser l'outil avant les épreuves du baccalauréat parce qu'en fait les ressources sont vraiment très très nombreuses et ça complète vraiment utilement le fond, ça et là on commence à avoir des retours positifs. L'INA en fait est aussi très positivement reçue. J'ai été très étonnée. Alors pour l'instant, les statistiques de retour sont encore pas totalement parlantes. Hein. Elles figurent dans le tableau qui vous a été transmis. Mais bon, vous voyez déjà, alors que l'offre INA, elle est toute récente hein, chez nous. Elle a même pas quelques mois. Les statistiques d'accès à l'offre de podcast de Radio France et INA dépassent déjà de moitié les consultations d'universalistes. Donc en fait, le fait qu'on puisse intégrer directement dans la page d'accueil ces ressources, les faire valoir, leur donne une visibilité qui facilite la consultation indéniablement et révèle aussi l'intérêt que les usagers désormais leur portent. Par ailleurs, j'ai pu aussi constater que cette animation en page d'accueil de certains ouvrages qu'on voulait mettre en valeur, le fait d'y associer de l'archive vidéo et puis des podcasts, en fait, ça suscitait un intérêt encore plus important. Ça fait sortir, découvrir des collections qui par ailleurs autrement étaient plus difficilement valorisables. Voilà. Ok, merci Frédéric. De rien. Alors on va passer maintenant aux questions.
Peut-être arrêter le partage, Frédéric. Oui, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Voilà. Alors Thibaut, est-ce qu'on a des questions? Oui. Alors pour Lucie, une personne qui n'a pas bien compris le travail qui a été fait sur l'intégration. En fait, est-ce que vous enrichissez les notices? Non. Non, ça je pense que c'est plutôt le travail côté Bibi on demande. Nous on récupère les notices qui sont fournies par Bibi on demande. Le traitement, j'ai parlé de différents traitements, mais c'est des traitements de transformation pour arriver à un format qui est lisible par Primo, notre outil. Mais on n'enrichit pas les données avec d'autres informations. On récupère vraiment ce que nous fournit Bibi on demande et on l'affiche, on l'indexe. Voilà. Oui, alors peut-être pour préciser, parce que justement le travail de Bibi on demande, c'est peut-être ce qui est le vrai faire valoir, enfin la raison d'être de Bibi on demande pour cette offre, c'est que c'est sûr qu'on récupère des ressources qui sont disponibles normalement facilement sur Internet, et enfin quoique parce que l'INA c'est payant. Mais nous, notre travail, c'est de travailler toutes ces métadonnées pour qu'elles soient interrogeables dans les catalogues, pour qu'elles soient le plus propres possible et qu'elles soient compatibles avec les différents outils dans les bibliothèques, ce que n'était pas capable de faire Radio France. Et c'est Radio France qui nous a confié ce travail-là. Et c'est la volonté de Radio France aussi d'être présent au cœur des collections des bibliothèques, puisqu'ils souhaitent toucher un public qui ne va pas forcément sur le site de France Culture ou sur le site de Radio France lui-même, puisque ça peut faire peur. Donc là, pour la lecture publique, ça peut être des publics qui sont assez éloignés de la culture, puisque en lecture publique, vous touchez des familles, des enfants, etc. Et à l'université, vos étudiants, ils vont plus facilement sur YouTube que sur le site de France Culture. Et donc là, c'est que peut-être se réapproprier l'outil de découverte, en tout cas pour les premiers cycles, en mettant du contenu adapté. Mais pour que ce contenu soit trouvable, il faut que les métadonnées soient propres. Et donc c'est le travail de Bibi on demande de rendre propres ces métadonnées. Maintenant, il y a un challenge puisque toutes les universités n'ont pas forcément le même outil. Et donc, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'avec finalement une personne qui n'est pas forcément développeur, mais avec de la documentation, un peu de temps, beaucoup de temps, elle a réussi à faire quelque chose d'extrêmement propre et à mettre en valeur les données qu'on envoie de façon automatisée. Une personne demande qu'est-ce que vous entendez par traitement, car ils sont sur EDS d'EBSCO. D'accord. Alors, parce que je voulais pas forcément rentrer dans les termes techniques ou spécifiques à Primo, en fait, ça s'appelle une règle de normalisation, donc je ne connais pas EDS. Je pense que ça doit fonctionner à peu près de la même façon, mais en fait, on va dire que dans la notice du Windcore, donc qui est en XML, le champ, on va faire simple, le champ title, on va le copier dans tel champ Primo qui a son propre nom. Dans la section d'affichage, dans la partie indexation pour indexer évidemment le titre. Donc ça, c'est toute une liste de règles qu'on écrit. Il y a un certain ordre d'exécution des règles. Et ces règles, elles sont appliquées au moment où on moissonne les données, donc on importe les données dans Primo. Il y a ce traitement qui est appliqué et ça permet, dans la base Primo, ces données, elles sont au format Primo et donc affichage visible sur l'interface Primo. Donc, je sais pas si ça répond bien à la question. Ce que la personne veut savoir, c'est est-ce que c'est du travail de mapping? Oui, tout à fait. Parce que effectivement, c'est le travail de mapping. Alors, il y a certaines règles par défaut, en fait, quand on récupère des règles par défaut, mais en fait, il faut les retravailler pour avoir l'affichage que l'on souhaite. Par exemple, mettre le titre de l'émission et à côté le nom de la station. Donc, ça se fait pas automatiquement. Il faut dire, ça, je récupère à tel endroit la notice. Et ça, ensuite, je le récupère à tel endroit. Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est un travail de mapping, de données. D'accord. Quel temps de travail pour ce mapping? C'est assez difficile à estimer parce qu'en fait, je suis revenue plusieurs fois. Il y a eu un travail aussi d'échange avec Bibi on demande parce que pour au niveau des types de ressources, des codes. Enfin, il y avait un travail un peu d'amélioration aussi par rapport à mon retour, le retour que je faisais. Donc, quand même plusieurs heures de travail. Et comme je disais, en fait, à chaque fois qu'on fait une modification et donc on veut voir le résultat, il faut recharger les données. Pour que tous les traitements s'appliquent, donc ça évidemment on regarde pas le traitement se faire, mais ça veut dire qu'il faut attendre le temps que le traitement de rechargement des données et que l'indexation tourne ensuite. Il faut attendre 3-4 heures pour pouvoir ensuite voir le résultat, donc il faut y retourner ensuite. Donc c'est ça qui est difficile à estimer en fait, mi bout à bout.
Mais oui, on est sur plusieurs heures de travail. Je peux difficilement estimer, donner une vraie chiffre. Oui, après vous étiez pilote, hein, donc il y a eu aussi des tâtonnements, des choses qui n'étaient pas. Ça. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, Est-ce que vous avez été accompagné par Ex Libris? pas du tout. D'accord. Non, j'ai juste contacté le support Ex Libris pour la partie intégration du player, simplement pour savoir si eux avaient des préconisations, avaient éventuellement des ressources à nous fournir sur ce sujet-là, et la réponse a été non, parce que c'est un développement que l'établissement veut faire, donc c'est un développement personnel, de l'établissement, et donc c'est à l'établissement de se débrouiller et de trouver les ressources de son côté. Donc donc non, pas d'accompagnement d'Ex Libris sur ce sujet-là. Quels sont les retours des étudiants sur les podcasts, et est-ce qu'il y a des possibilités de montrer les statistiques? Alors, donc, comme j'ai précisé au début de la présentation, en fait, ce n'est pas encore en production chez nous. Pour la partie focus, pour la partie signalement dans le catalogue, donc là, on est sur l'instance de test, donc il n'y a pas de retour par rapport à cette intégration-là. Après, la ressource est signalée sur le site web des bibliothèques de l'université. Je peux pas vous fournir un chiffre parce que c'est pas moi qui m'occupe de cet aspect-là, mais par contre, on peut les fournir, je pense. Je verrai avec mes collègues, mais si besoin, on peut les fournir après le webinaire. D'accord. Est-ce que vous intégrez également des podcasts en titre, pour des contenus de studio de production? Alors ça, c'est pour moi, ça, j'imagine. Oui. Alors pour l'instant, non. Nous, pour l'instant, on essaye de proposer un contenu extrêmement fiable. Et donc, on a choisi de proposer des chaînes du service public pour avoir un contenu le plus fiable, le plus sérieux possible. Bien sûr que la question se pose, par exemple, d'intégrer, pourquoi pas, des émissions de YouTube, parce qu'il y a des youtubeurs qui sont très bien, je pense à Nota Bene par exemple. Le problème, c'est que c'est quand même très risqué, puisque ça repose sur la personnalité d'une personne, et que si jamais, je sais pas, il est payé, ou si jamais il change finalement complètement de personnalité, on risque de mettre du contenu inapproprié dans les outils découverts des universités. Donc là, pour l'instant, c'est un risque que je ne veux pas prendre, mais on n'est pas du tout opposé à l'idée d'intégrer d'autres types de ressources audio et vidéo, mais toujours avec ce même souci de sérieux et de qualité. Une question pour Frédéric. Vous avez parlé d'actualisation sur la page web de la médiathèque. Vous filtrez comment les choix qui remontent depuis votre catalogue? Alors, vous filtrez comment les choix qui remontent de notre catalogue? Alors, vous auriez la possibilité de préciser la question, parce que en fait, les choix qui remontent lorsqu'on fait une interrogation sur notre catalogue, en fait, les caractères de filtre sont ceux qui s'affichent sur les facettes du bandeau gauche, à savoir c'est l'utilisateur, lui, qui les filtre, mais ça interroge tous les champs. Donc effectivement, parfois vous pouvez avoir des ressources assez nombreuses. J'ai souvenir par exemple d'une recherche que j'ai pu faire sur Jérôme Garcin, où effectivement, dès que le nom de Jérôme Garcin était indiqué à un moment ou un autre dans le résumé du podcast ou de la vidéo INA, effectivement les résultats sortaient. Donc pour l'instant, l'utilisation qu'on en fait est peut-être encore trop récente pour que je puisse répondre dans le détail à ça. Donc on peut avoir parfois une multitude de résultats. L'usager peut filtrer selon la nature du support qu'il veut consulter. Donc ça peut être une vidéo, un podcast, un livre, un article, que ce soit dans l'encyclopédie universaliste ou dans la presse qu'on met à disposition. Après, dans la notion d'affiner, Marie-Delphine, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez me en dire davantage sur ce point, mais au niveau de la précision de la recherche, il faudrait utiliser les barres de filtrage que je vous ai montrées dans les facettes, et détailler au maximum dans la barre de filtrage sur la ressource. Je ne sais pas si je suis très claire, je n'ai pas persuadée de l'être. Alors, mais
Il y a eu, justement, parce que sur certains sujets, il y a énormément de Mm. résultats de Radio France qui peuvent parfois noyer C'est les ça. résultats Oui, de tout livres. à fait. Et j'ai d'autres clients, notamment Eurométropole Strasbourg, qui a mis en place un système de priorisation des résultats pour que les podcasts prennent un petit peu moins de place, un petit peu moins pour que ça soit bien mélangé et que ça laisse aussi la place aux livres, ça laisse Tout à aussi la fait. place aux articles de presse. Donc ça, c'est une règle à paramétrer dans le SIG, D'accord. mais c'est paramétrable. D'accord, bah effectivement, nous on l'a pas fait, mais c'est vrai qu'à l'usage, je me suis effectivement aperçue de ça. Il y a parfois plus de ressources, mais pour nous, parfois, c'est aussi avantageux parce qu'il y a des sujets qui sont absolument pas couverts par notre collection de livres et qui le sont par les autres ressources. Donc après, c'est à double tranchant. Mais effectivement, on aura l'occasion d'en reparler et d'affiner le filtrage des résultats qui parfois, effectivement, remontent en quantité importante. Est-ce que la base INA Media Pro est entièrement disponible sur la plateforme? La question s'adresse à Marie-Delphine. Alors, pardon, tu peux répéter? Alors, est-ce que la base INA Media Pro est entièrement disponible sur la plateforme? Oui. D'accord. Oui, elle est mise à jour tous les jours. Donc c'est la base de MediaClip, qui est normalement une base qui est à destination des professionnels. Donc c'est vraiment extrêmement cher, c'est que chaque clip coûte très cher, mais ça donne pas les mêmes droits. C'est que là, c'est uniquement du streaming, vous n'avez pas le droit de télécharger l'extrait vidéo. C'est que du streaming, vous avez le droit de l'afficher en salle de classe, vous avez le droit de l'utiliser dans vos exposés, mais uniquement en streaming, et vous n'avez pas le droit de l'utiliser, de retravailler un des clips vidéo pour en faire une autre vidéo, par exemple. Donc il y a quand même des droits qui sont un peu plus limités par rapport à l'offre de Media Pro, mais vous avez accès à l'ensemble, à l'intégralité de l'offre, et elle est mise à jour tous les jours. Donc par exemple pour Bernard Pivot, tout de suite, MediaClip a mis en ligne des vidéos de Bernard Pivot. Dès le lendemain, vous en aviez sur le site. Donc pour pouvoir faire un peu d'éditorialisation du site, c'est hyper riche parce que ça vous permet tout de suite d'avoir du contenu de l'INA autorisé, légal, à mettre sur votre site. Et Marie-Delphine, si je peux aussi intervenir, puisqu'on l'a déjà fait précédemment toutes les deux, il nous arrive aussi parfois de demander à titre exceptionnel, notamment sur certains podcasts, ou d'avoir l'autorisation de diffuser certaines émissions qu'on a repérées sur Radio France pour illustrer, par exemple, la venue d'un auteur, etc. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas eu de refus. Alors, c'est Radio France, ils font des mises à jour, on fait des mises à jour à peu près tous les 6 mois. Et à la demande, on ajoute des émissions. Donc c'est à la discrétion de Radio France. Ils ont refusé, par exemple, qu'on mette Grand Bien vous fasse parce qu'il y a trop d'émissions et c'est trop généraliste. Mais ils ont accepté de mettre presque toutes les émissions de France Musique parce que c'est à la demande d'une BDP qui souhaitait proposer beaucoup d'émissions de musique puisqu'ils ont, je crois, le conservatoire dans leur giron. Alors, je vois qu'on a dépassé les 47 minutes. Peut-être une dernière question. Comment vous faites pour l'intégration du player? Sûrement pour Lucie, j'imagine. D'accord. Et bien du coup, c'est un script. C'est de l'AngularJS qu'on rajoute sur l'interface Primo. Donc pour ceux qui connaissent Primo, donc c'est dans les packages où on gère à la fois le HTML, les feuilles de stick CSS et la possibilité de rajouter du script. Et donc c'est du code. Pour afficher le player, et c'est grâce au mapping, en fait, on va récupérer le lien vers le fichier audio, et dans ce script, on récupère cette donnée, et donc elle nous permet de construire le player et d'afficher la bonne vidéo, de pouvoir lire la bonne vidéo. Je peux partager le script sans problème à la demande. Vous pouvez me contacter. Je ne sais pas si Marie-Delphine, vous transmettrai les contacts à des personnes, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations. Je peux transmettre moi le script ou des captures d'écran. Enfin voilà. Alors je vois qu'en fait il y a beaucoup de questions, donc donc là on va pas avoir le temps. Donc ce que je vous propose c'est que on va reprendre ces questions, on va vous répondre par mail. On enverra un email à tous les participants. Vous avez été nombreux. On va également vous mettre les tarifs parce qu'on n'a pas du tout parlé de tarification. On a peu de questions, donc tant mieux. Donc on va vous envoyer également la plaquette avec les tarifs et je mettrai les contacts de Lucie et de Frédéric si elles sont d'accord pour que vous puissiez les contacter en direct si vous avez encore d'autres questions.
Et je tiens également aussi, alors juste très rapidement, à remercier Jean-Jacques Flao qui m'a fait remarquer que oui, Dorothée Pin n'était pas la seule négociatrice. J'ai eu d'autres négociateurs couperins. Et donc Jean-Jacques Flao est vraiment mon interlocuteur couperin, et également Claire Nguyen qui m'a accompagnée pendant l'absence de Dorothée Pin pour cette négociation avec, je crois que c'était avec RFI France 24 et avec l'INA. Donc merci Jean-Jacques, et je prends quand même comme ça la dernière question de Jean-Jacques, c'est l'interface BOD a été fait avec Primo, ce n'est pas encore fait avec EDS, Cebina et Coa, mais j'ai pas du tout d'inquiétude puisque on a réussi avec Primo, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas avec EDS, Cebina et Coa. En tout cas, je vous remercie à toutes les deux et à Thibaut également pour votre participation, et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.